Bonjour. Donc, suite à ce qu'on vient de raconter à propos de ce que j'ai appelé sous forme de questionnement, est-ce que c'est la crise du haririsme ou c'est la crise du sunnisme dans le monde arabe? Parce que selon la théorie qu'on a évoquée souvent, le Liban n'est pas, on ne peut pas partir du Liban pour lire ce qui se passe, ni au monde arabe, ni au niveau international. C'est le contraire qu'il faut faire. Et donc, tous ce qu'on appelle les taïfas au Liban, pour avoir une clé de lecture, il faut voir, puisqu'on a parlé d'un Liban comme État client ou entité client, pour voir ces gens-là, ils naviguent où? On a parlé de la démarcation, d'abord Israël et l'Iran. D'où ça sort ça? C'est, en gros, pour ne pas faire des histoires événementielles, le projet iranien n'a été possible qu'avec la défaite des Arabes, ou disons la dissolution de toute possibilité d'unification ou de rassemblement, de décision, d'un consensus arabe qui puisse transformer ces fortunes énormes que tout le monde convoite en une force politique efficace. Et il faut dire que c'est par cette faille et par les catastrophes que le monde arabe a connues que l'Iran ou le projet iranien a été vraisemblable ou possible. C'est-à-dire les Iraniens, et c'est une vieille histoire entre les Arabes et les Perses, ils voyaient les contradictions, ils voyaient ce qui se passait dans le monde arabe, et on a dans d'autres capsules évoqué comment les Assad ont servi de tremplin pour l'entrée ou l'intensification de l'influence iranienne dans la région. Et la situation arabe qui a donné naissance à ce qu'on appelle le haririsme, ça me rappelle un peu une histoire un peu drôle et triste. C'est-à-dire, vous savez, lorsque les Arabes ont été à des heures de gloire, ils ont envahi l'Espagne, ils se sont installés à l'Andalousie et ils continuaient leur percée jusqu'au nord, vers la France. Et ça, on n'en parle pas très souvent. Et ils se sont arrêtés à Poitiers. D'après les historiens, on raconte qu'un certain Charles Martel, qui, je crois qu'il appartenait soit aux Carolingiens ou bref, une dynastie en France, et qui a pris son armée et il s'est opposé à la conquête arabe à Poitiers. À l'époque, on prévenait l'adversaire qu'on vient se battre contre lui. Donc il a envoyé ses émissaires auprès des tribus arabes qui étaient en train de s'entretuer. Et pour leur dire, je viens vous faire la guerre. Et ils ont dit, revenez,
la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Et la semaine d'après, il est rentré, il n'y avait plus personne, que des cadavres. D'où quelqu'un a sorti un bouquin, je ne me rappelle plus de son nom, la bataille de Poitiers n'a pas eu lieu. Et ça reflète un peu le monde arabe dans ses contradictions internes qui a permis et à Israël et à l'Iran de se partager chacun sa part du gâteau, surtout après avoir perdu leur pôle essentiel qui s'appelle l'Égypte. Et comme maintenant, les gens attendent ce que M. Sisi va faire contre Trump. Et il lance des discours comme quoi il va s'opposer, lui. Et il faut voir, le Sisi est-il le nom de quoi? Il est le produit de quoi pour s'opposer aux États-Unis et empêcher la déportation de la population de la Palestine et en Jordanie et en Égypte, en première étape maintenant. Et ça donne une idée que cette situation arabe a donné naissance à ce qu'on appelle, ce que j'ai abordé tout à l'heure, le défaitisme du haririsme. Fils, je précise. Le père avait un projet, mais qui n'a pas réussi. Mais le fils, c'était une catastrophe ambulante. C'est-à-dire que, je dirais, là j'emploie un terme qui plaît un peu aux intellectuels libanais qui ont assez cité Foucault. Chez Foucault, il y a un concept qui s'appelle panoptique, qui est emprunté par Foucault chez Jeremy Bentham et qui décrit un genre de autocontrôle, c'est-à-dire comment est née la prison, on parle de l'Europe, et comment, au lieu de mettre les prisonniers dans des cachots, il y a ce projet-là de Jeremy Bentham, un genre de prison ouverte, et avec une tour qui contrôle. Et finalement, les prisonniers ne voient pas qui les contrôle, mais ils savent qu'ils sont vus. Mais eux, ils ne voient rien. Et il a appelé ça panoptique, c'est-à-dire leur comportement est devenu tellement docile, c'est comme s'ils se contrôlaient eux-mêmes. Et on parlait tout à l'heure de Doha, l'accord de Doha. Ça rappelle un peu ça, c'est-à-dire avant de Doha, qui est venu suite à l'invasion de Beyrouth. À mon avis, les Iraniens n'avaient pas envie d'envahir Beyrouth. Disons que ce qui a précédé à tout ça, c'est d'une part l'assassinat de Hariri, père, qui était le symbole de ce haririsme sunnite, et qui a donné un coup dur à ce qu'on appelle la taïfa sunnite. Et je donne l'exemple du gouvernement Sanyura. Je me rappelle que le gouvernement Sanyura, qui a suivi l'assassinat de Hariri, et qui avait l'appui de 120 pays au monde qui condamnaient l'assassinat de Hariri,
et il avait une majorité au Parlement, et il ne pouvait pas gouverner. Il faisait appel aux chiites. Venez gouverner avec nous, parce qu'au nom du consensus confessionnel. Et ça, c'était, si vous voulez, le début de changement de rapport de force. Le Doha est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le Sanyoura qui était au Sérail, et Hezbollah a planté une tente juste en face du Sérail, avec un Kalachnikov. C'est-à-dire, avec votre majorité au Parlement, vous ne pouvez pas gouverner à cause d'un Kalachnikov. Il savait que lui, il n'est pas prêt à se battre. Mais eux, si. C'est pas une façon de pousser les gens à s'entretuer au Liban, mais c'est une façon de rappeler qu'il y a deux manières de faire de la politique, surtout dans cette région du monde. Une qui dit que le militaire ou le Kalachnikov est la continuation d'une politique. Ça remonte à Clausewitz. Et une autre qui on la trouve chez Foucault et qu'il a copié chez Schmitt, un Allemand, Karl Schmitt, et qui disait que au commencement était la guerre et non pas la politique. La politique suit le rapport de force. C'est pour donner une idée, c'est-à-dire déjà à cette période-là où le gouvernement Sanyoura ne pouvait pas gouverner avec une majorité au Parlement, ça donne une idée du rapport de force qui a donné naissance à l'accord Doha. Reprenons pour ce qui est le volet international de la chose, c'est-à-dire les Arabes, après l'infiltration iranienne dans leur région, avec l'approbation, à mon avis, de M. Obama, qui avait toute une théorie raciste contre les Arabes. Biden, ce n'est qu'un des aspects là, c'est un pion chez Obama. Et qui prêchait, ce plan Obama, un Proche-Orient de minorité. Et ça, on l'a déjà évoqué. Le Proche-Orient de minorité, c'est-à-dire, il prévoyait un monde arabe où l'élément sunnite est à battre, surtout, le danger vient de là, avec la mémoire du 11 septembre tel que ça a été diffusé comme quoi c'est l'Arabie Saoudite qui était derrière, ce qui s'est avéré très faux. Et d'autre part, de partager ce Proche-Orient de minorité entre l'Iran et Israël. Ça, c'est fondamentalement le plan Obama. C'est ce qui expliquait à l'époque son appui aux milices chiites en Irak, Hajj al-Sha'b et compagnie. C'est ce qui explique ces tours de valse à Vienne avec les Iraniens sur le nucléaire. C'est ce qui explique le fait d'avoir promis et d'envoyer, il nous a fait croire à l'époque qu'il envoyait ses flottes pour déloger Bachar al-Assad qui employait les armes chimiques.
Et tout d'un coup, on a oublié ça. Bref, en gros, pour revenir à la conjoncture actuelle, parmi les Arabes, il y en a qui se sont dit, bon, entre Obama et Trump, il faut choisir. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure l'exemple du Liban, comme quoi ça a été vendu par Macron à Biden. Et apparemment, M. Trump n'est pas content de cette vente. Lui, il sait vendre et acheter, là. C'est exactement, c'est-à-dire ceux qui se sont réfugiés parmi les Arabes chez Biden pour éviter Trump ou le contraire, ben, c'est de monnaie blanc et, comment on dit là, bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Ben, là, ça pose le problème de ce qui se passe aux États-Unis, non pas des spéculations, là. Comment les États-Unis voient le Proche-Orient. D'où ça sort la rivière de monsieur Trump maintenant. Il va déporter le peuple palestinien en dehors de la Palestine. Et si c'était les Juifs qu'on déportait au XXIe siècle, on n'aurait pas fini dans 500 siècles d'en parler là. On nous parle jusqu'à maintenant de la déportation du peuple juif à Babylone par le méchant Nabuchodonosor. Ah, et ça, c'est des Palestiniens, c'est autre chose. Mais comment une chose pareille est rendue possible? C'est qu'à l'origine, et c'est ça où les élites arabes ont à vérifier avant de miser sur l'un ou l'autre, de savoir que Bush, à l'origine, n'était pas contre les négociations d'Obama avec les Iraniens pour le nucléaire ou l'accord qui a été signé. Il était contre le prix que Obama aurait dû prendre des Iraniens et il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il a considéré c'est bad business pour Trump. Et il va chiffrer ça, lui, en tant que commerçant. Et donc, il n'est pas contre le principe, parce que plusieurs de ses déclarations nous font savoir qu'il est contre le changement du régime en Iran. Mais ça n'empêche pas de s'attaquer ou de laisser Israël s'attaquer aux branches de l'Iran dans la région. Et les branches chez les Arabes. Malheureusement, c'est toujours les Arabes qui payent la facture. Donc, ça ne veut pas dire qu'il tient à un principe quelconque, sauf les limites de ce qu'on appelle les limites des évangélistes, dont il fait partie, au même titre que Biden, et qui considère que l'Iran, ou ce qu'on appelle l'Empire perse, fondé par Cyrus, eh ben, le monsieur Cyrus était le sauveur du peuple juif. C'est lui qui les a libérés, disons, et s'est avéré finalement, selon Shlomo Sand, pas du peuple juif en tant que tel, mais des notables qui ont été déportés en Babylone. Et Cyrus le fameux leur a permis de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple.
C'est pour ça que moi je ne crois pas fondamentalement à une guerre qui aura lieu entre, tant qu'il y a des évangélistes, entre Israël et l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran. Je crois plutôt à réduire l'influence iranienne dans la région, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. D'où ça vient? Ça demande, ça pose une question sur il navigue où, ce monsieur Trump, là, il n'est pas lâché dans la nature, là, avec un discours irraisonnable comme il le fait, là. Eh bien, lui, d'après mes lectures, il navigue entre trois forces au sein des États-Unis. D'une part, les populistes, parce que c'est un mouvement populiste. Et il est lui-même, en tant que personne populiste, il aime ça. C'est-à-dire, il te surprend, il ne suit pas un protocole quelconque, c'est difficile à suivre dans ces changements d'humeur et tout. Là. Et il y a une référence à ça aux États-Unis. On parle d'un certain Steve Bannon, qui serait un influenceur en la matière et qui a déjà servi sous Trump à son premier mandat en 2017 et qui a beaucoup d'influence parmi les gens qui ont été touchés aux États-Unis par la crise économique qui a frappé les États-Unis. Et il ne croit pas tellement à la démocratie sous sa forme actuelle. Il croit plutôt à une démocratie, mais je ne dirais pas démocratie, une action directe. Ce n'est pas une démocratie directe à la Périclès, comme à Athènes. C'est-à-dire de donner la possibilité à ces vrais déshérités, là, que certains appellent la plèbe, là, de prendre en main les pouvoirs locaux. Et ça perturbe, c'est-à-dire une partie de ces gens-là qui ont envahi le Capitole. On se rappelle de l'affaire du Capitole. Ça, c'est des copains proches de M. Trump. Deuxième, et ça c'est une combinaison nouvelle, c'est d'avoir gagné à son côté des gens qui s'adaptent mal avec les populistes. À la tête de ça, c'est les grands rois de l'électronique et de numérique, notamment Musk. Hein? Et plein de milliardaires de la même catégorie et qui, eux, ont des choses à vendre. Et lui aussi. C'est-à-dire, comme M. Macron a Total dans la poche à aller chercher des contrats, eh bien, c'est eux, on ne peut pas dire qu'ils sont dans la poche de Bush. Ils considèrent que Bush est dans leur poche. C'est-à-dire, ils se servent de son populisme pour chercher des contrats, entre autres, puisque il est le plus grand milliardaire du monde, là, le plus riche, Alain Musk. C'est, entre autres, il est propriétaire de Googleplex. Hein? SpaceX. Hein? SpaceX, Tesla.
Oui, à l'origine. Oui. Mais il est dans il a pris possession de tout ce qui est projet intelligence artificielle et tout ça. Là. Ça, c'est à lui. C'est eux qui ont le contrat en Arabie Saoudite, chez Mohammed Ben Salman, de, de sa cité de ville intelligente online et qui, selon les estimations à l'époque, lorsqu'on a commencé le projet, ça monte à 500 milliards de dollars. Et ben, ils veulent faire la même chose peut-être à Gaza. Pourquoi pas une ville intelligente aussi, et des centres touristiques et tout. Et comment arnaquer l'Arabie Saoudite pour justement financer un projet pareil. Et dans ce cas, la marge de manœuvre des Arabes, c'est de dire non, ben, on paye, mais laissez les Palestiniens au moins chez eux. C'est-à-dire la négociation sera non pas sur le principe de prendre possession de Gaza, parce que Trump a parlé qu'il va acheter ça, Gaza, que Netanyahou va lui vendre ça, comme si c'était la propriété de son père, là. Et que c'est des sociétés américaines qui vont prendre en charge, si vous voulez, la reconstruction de Gaza. Et ce qui n'est pas dit, c'est que c'est l'Arabie Saoudite qui va payer. Et l'Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas embarquer dans une chose pareille en déportant le peuple palestinien. C'est pour ça que c'est effectif pour eux de dire au moins laisser les Palestiniens chez eux et l'une ne contredit pas l'autre. C'est-à-dire on va faire une Riviera, mais avec les Palestiniens dedans. C'est ça la marge de négociation. C'est ça ce que est allé proposer monsieur le roi de Jordanie, envoyé par et l'Égypte et par l'Arabie Saoudite. Troisième groupe qui est essentiel, c'est le groupe idéologique de tout ça, ce sont les évangélistes, et qui comptent par millions ces gens-là. On estime entre 30 et 40 millions aux États-Unis, et qui, eux, croient fondamentalement que d'abord c'est déjà on a parlé de ça en détail, croient que le peuple juif c'est le peuple élu du bon Dieu, donc on lui doit révérence selon la Bible, à leur façon, à leur lecture de la Bible, et que du moment que tout le peuple juif sera rassemblé en Israël, il va y avoir un nouveau Messie, le vrai celui-là, parce qu'il ne croit pas à l'autre là, et que les Juifs vont se convertir au christianisme en reconnaissant ce Messie. Et c'est une croyance solide, là, c'est des gens qui sont le premier groupe de pression aux États-Unis, beaucoup plus important que le lobby pro-israélien, parce que ça regroupe le lobby pro-israélien, les Juifs. On compte maximum 3 millions. Et ça, il y a des catholiques, il y a des protestants. Au début, ça a été infiltré parmi les protestants. Maintenant, Biden, lorsqu'il est venu en Israël, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit, on n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Je suis sioniste.
Et les Arabes, contre cette lecture-là, il n'y a pas de place pour un État palestinien. C'est la terre promise pour eux et pour les Netanyahou. Donc il ne peut pas y avoir non pas de Palestiniens, mais un Arabe là. C'est pas écrit dans la Bible chez eux. Et ils travaillent, les Arabes, sur les deux États. Un État juif et un État palestinien. Alors que les États-Unis, quel que soit le président, donnent à Israël tous les moyens de sa paix, de détruire de fond en comble toute possibilité d'un État palestinien. Et lorsque tu détruis Gaza, et là tu commences à détruire la Cisjordanie, et après tu déportes les Palestiniens, je ne sais pas où, ben, de quel État palestinien on parle? Et avec qui tu vas négocier ça? Merci.